Salut à tous, après 2 mois d'interruption, je suis contente de vous retrouver pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sachez que je vous laisse parfois des informations dans l'onglet communauté de la chaîne en cas d'absence ou d'imprévu. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont continué à me soutenir et à être présentes malgré ce silence. C'est parti, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la crise des agriculteurs. Vous comprenez pas la détresse dans laquelle on est. Le jour où vous allez vous réveiller, il n'y aura plus d'exploitation. 1000 tracteurs ont bloqué le périphérique parisien ce mercredi 27 novembre. Ces agriculteurs ont manifesté pour attirer l'attention de l'opinion publique et du gouvernement sur leurs difficultés croissantes. Ils dénoncent notamment les prix pratiqués par l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Mais cette crise agricole est-elle vraiment justifiée? Y a-t-il un lien, un parallèle encore entre l'exploitant agricole qui vend sa production à de grands industriels et le paysan qui cultive sa terre en harmonie avec son environnement? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'il existe une initiative patriote dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et qui est revenue parce qu'il y a eu une petite interruption avec un parfum pour femmes en plus du parfum pour hommes. Cette entreprise reverse ses bénéfices à des associations qui soutiennent nos soldats et nos paysans. Je vous en parlerai un petit peu plus au cours de la vidéo. Dans la profession agricole, le suicide est désormais la deuxième cause de décès. On compte en moyenne un suicide tous les 2 jours. Moi, je fais que de payer des dettes. Je suis un esclave moderne du système, ni plus ni moins. On essaye de demander de l'aide, ceux qui sont là normalement pour, la MSA, les banques, et puis là, bizarrement, vous êtes seul au monde, il n'y a plus personne qui répond présent. Débrouillez-vous, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. En cause, les dettes, la pression, un travail très difficile physiquement, sans repos, sans répit, jusqu'à 16 heures par jour, et ce pour un salaire de plus en plus bas, un salaire de misère qui ne permet plus aux agriculteurs de vivre. Notre revenu du mois dernier, 24,90 €, quelque chose comme ça. Les agriculteurs dénoncent aussi la politique européenne de libre-échange qui les soumet à des quotas, des exigences de productivité qui sont de plus en plus difficiles à remplir. Ils dénoncent notamment les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les autres pays. Certains producteurs qui s'étaient transmis leurs terres de génération en génération, du grand-père au père au fils, sont contraints d'arrêter leur activité, leur vocation, parce qu'ils sont trop endettés et qu'ils n'arrivent pas à en tirer un revenu suffisant pour se nourrir. La vente attire une cinquantaine d'acheteurs potentiels, des voisins agriculteurs, mais aussi quelques acquéreurs, habitués des ventes agricoles. En fait, c'est essentiellement pour l'export, pour le Maghreb. donc il partirait où ces tracteurs? Le Maroc, exactement. La souffrance est vécue comme une honte et comme un tabou dans ce milieu, d'où le silence qui entoure ces drames. Au cours de notre histoire, les paysans ont toujours été valorisés puisqu'ils étaient ceux qui nourrissaient la patrie. Donc ils avaient une importance capitale et ils étaient respectés pour cela, puisqu'ils faisaient vivre le pays. Et puis on assiste ces dernières années à ce que l'on appelle l'agri-bashing, c'est-à-dire le renversement de l'opinion publique envers les agriculteurs. Ils sont considérés comme des assassins à cause de l'utilisation des pesticides qui polluent les sols, qui polluent les eaux, qui bien sûr sont cause de graves problèmes de santé, la destruction de l'environnement et bien entendu la maltraitance animale, que ce soit dans les élevages ou dans des exploitations comme la ferme des 1000 vaches ou les poulets en batterie. Et je tiens à signaler que comme beaucoup, je m'oppose à ces pratiques et au quotidien, je surveille toujours ma consommation pour ne pas consommer de produits tels que des œufs hors sol ou des poulets en batterie par exemple, même si ça représente un petit coût supplémentaire, parce qu'il en va déjà du respect de l'environnement, de la nature, du bien-être animal, mais aussi de notre santé. Donc je vous propose de voir un petit peu plus loin que ça, quel est réellement le problème que les agriculteurs de nos jours rencontrent. Il y a une confusion à mon sens entre paysan, c'est-à-dire celui qui cultive la terre en harmonie avec son environnement pour nourrir les personnes autour de lui. Donc finalement, il y a une échelle humaine, il y a une dimension réelle, il y a une dimension concrète. Et l'agriculteur ou l'exploitant agricole qui, lui, se sert de surfaces immenses pour produire toujours plus et vendre ce qu'il produit à une industrie agroalimentaire où finalement il n'y a plus aucun lien direct entre ce producteur et les consommateurs. Il faut savoir que cette industrialisation, elle va de pair avec la création d'un libre marché commun en Europe après-guerre.
Les lois agricoles de 1960 et de 1962 ont complètement transformé la culture de la terre en production de masse, mise en concurrence sur le marché européen. Cette production de masse s'est étendue à tous les secteurs. Elle a été dénoncée de la fin 1940 par plusieurs écrivains tels que Maurice Bardèche dans Nuremberg ou La Terre promise en 1947, Georges Bernanos dans La France contre les robots en 1953 ou le psychologue belge Henri Demand dans L'ère des masses en 1951. Il est vrai qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vu l'état de la France, vu les pénuries qui avaient eu lieu, les famines, on peut même le dire, eh bien, il a fallu mettre en œuvre des moyens immenses pour pouvoir non seulement reconstruire le pays, nourrir la population et économiquement, on va dire, se redresser par rapport aux États-Unis et même au marché international. Mais le point capital ici, ça a été la signature de traités qui ont transformé cette nécessité vitale, en fait, en enjeu politique et économique. On est passé d'une vision nationale à une vision mondiale, mondialiste. Et tout cela avait déjà été amorcé dès la fin de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles en 1919 qui donne naissance à la Société des Nations. Vient ensuite la création de l'ONU en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui repose, comme vous le savez, sur les principes d'une citoyenneté du monde et d'une liberté idéologique dans la continuité de la Révolution française, qui a déjà eu un impact dans toute l'Europe à l'époque, ne l'oublions pas. L'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui, elle est née de toutes ces étapes, mais ce ne sont pas des étapes qui ont débuté à partir du début du XXe siècle. En fait, ce projet, cette construction d'une nation mondiale, en quelque sorte, a déjà débuté à partir du XVIe siècle avec les traités de Westphalie. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais réalisée sur la crise de la conscience européenne, un livre de Paul Hazard dans lequel justement j'ai essayé de retracer tout cet historique du mondialisme, de la mondialisation, et bref du monde finalement tel qu'il était par le passé avec la vision philosophique et idéologique qui a fait le monde d'aujourd'hui et qui fera le monde de demain. En 1950, Robert Schuman signe le premier traité commercial qui amorce le libre-échange avec la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Le gouvernement Pompidou poursuivra les opérations avec le traité de Rome en 1957, acte fondateur d'une communauté européenne. Donc vous voyez, c'est une continuité logique que cette production agricole qui existait avant la culture de la terre et l'enjeu pour nourrir les Français est passé d'une production à la production de masse en quelque sorte, parce qu'on est passé d'une vision réelle, concrète, patriotique, au sens traditionnel du terme, non pas au sens révolutionnaire du terme, attention, à une vision totalement différente, un projet philosophique, une conception totalement différente, une conception mondialiste. On ne peut pas rester dans ce schéma, dans ce projet, dans ce système si vous voulez, mais demander aux producteurs agricoles, aux agriculteurs d'adapter et de revenir finalement vers un mode de production qui fut celui, on va dire, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, d'avant ce projet de libre-échange mondial. Après 20 ans de négociations, le Mercosur a finalement été ratifié le 28 juin 2019. Il s'agit d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Frédérique Vidal, le Mercosur signe la mise à mort de notre agriculture française, sans parler des objectifs incompatibles avec la préservation de l'environnement. Dans un premier temps, on assistera à la mise à mort de nombreux acteurs, puis viendra le moment de la restructuration de la filière pour qu'elle soit plus compétitive. Et nous verrons poindre partout des fermes de 1000 vaches désastreuses pour l'environnement, pour le bien-être animal, pour la qualité de la viande produite, sans parler de la destruction d'emplois. Mentionner les parfums Terre de France au début de ma vidéo, sachez que ces parfums sont également un moyen de soutenir nos paysans puisque tous les bénéfices réalisés par la vente de ces parfums sont reversés à une association qui s'appelle Solidarité Paysans et qui justement vise à fournir un fonds d'urgence pour les paysans qui sont endettés, qui ne peuvent plus continuer leur activité agricole, qui ont besoin d'aide, et c'est aussi une aide morale pour eux de voir qu'il y a des personnes qui s'investissent, il y a des personnes qui pensent à eux, il y a des personnes qui les soutiennent dans leur activité. Donc voilà, vous avez un parfum pour hommes,
aux notes de santal et de musk. Et récemment, donc c'est la nouveauté, cette année, vous avez un parfum pour femmes qui déploie ses notes de clémentine et de réglisse. Je soutiens cette initiative parce que dans notre milieu patriote, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est important de soutenir chaque entrepreneur, chaque entreprise, et c'est aussi, du coup, peut-être une jolie idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, même toute l'année, tout en faisant un geste patriote en fait. Voilà. La France perd en ce moment près de 10 000 paysans par an. Alors si les pouvoirs publics font partir les jeunes, que va-t-il rester dans 20 ou dans 30 ans? Et qui va nourrir la France à ce moment-là? Et le problème, c'est que les agriculteurs qui manifestent, ils travaillent en réalité pour cette production industrielle. Ils sont dans ce rouage, dans ce système. Ils vendent leurs produits aux industriels agroalimentaires qui, en bout de chaîne, pratiquent des prix de plus en plus bas. Donc forcément, ils sont de moins en moins rémunérés, à leur juste valeur en tout cas. Cette perspective, elle n'a rien à voir avec la culture d'antan, la paysannerie en fait. Le paysan qui cultivait sa terre déjà en harmonie avec son environnement et surtout à dimension humaine, où il rencontrait ceux qui venaient se nourrir de ses produits, donc ceux qu'il nourrissait, qui éprouvaient à son égard aussi beaucoup de respect, de reconnaissance, ne serait-ce que parce que ces produits étaient bons, ils étaient cultivés et réalisés, créés avec amour, ils étaient vendus et offerts avec amour aussi. Donc il y avait un véritable lien, et d'ailleurs c'est ce lien qui nous manque, je pense, c'est cette dimension humaine qui nous manque toujours dans la société moderne. Et on peut le voir avec de plus en plus de personnes qui prennent l'initiative, par exemple, d'acheter des paniers chez des producteurs ou qui recherchent des fermes bio dans leur région pour aller directement cueillir leurs légumes ou tout simplement acheter des paniers tout prêts. Ou bien le fait que les marchés aient toujours autant de succès parce qu'il y a un vrai contact humain lorsque l'on va faire ses courses au marché. L'opinion publique, elle est prise en tenaille parce qu'on aspire tous naturellement à une meilleure qualité de vie. On aspire tous à des produits qui sont goûteux, qui sont bons pour notre santé. On aspire tous, je pense, au bien-être animal. On aspire tous à la protection de la nature, à la préservation de l'environnement. Bref, on aspire tous à cette qualité de vie, mais c'est ces exigences qui sont humaines, qui sont naturelles, qui sont concrètes en fait, qui sont en nous, parce qu'on n'est pas des robots, sont complètement incompatibles avec cette production de masse. Et c'est là que ça coince. De notre côté, c'est de plus en plus difficile de survivre. Un seul salaire ne suffit plus à nourrir sa famille, encore moins à se loger. Quand vous avez un CDI à plein temps au SMIC, il faut m'expliquer comment vous pouvez louer un logement, sachant que les prix sont minimum pour un studio à 550 € par mois dans les grandes villes, et le travail est majoritairement dans les grandes villes. Bref, les gens n'ont pas malheureusement les moyens de faire leurs courses au marché, encore moins dans des magasins bio. Alors certes, parfois les prix sont moins chers, il faut faire attention à ça, rester vigilant. Heureusement, ça se démocratise un petit peu, comme on dit, mais on exige nous aussi les prix les plus bas pour pouvoir subvenir à nos besoins et pour pouvoir survivre. Autre phénomène à noter et à mettre en mots, puisque vous l'avez sans doute remarqué, c'est qu'avec ce circuit de la grande distribution qui se place entre le producteur et le consommateur, il n'y a absolument pas de reconnaissance parce que on ne pense pas, quand on achète une barquette de poulet ou des œufs en fait au supermarché, on ne pense pas que il y a quelqu'un qui a élevé ses poulets, qui a ramassé ses œufs, même si c'est écrit ramasser à la main sur l'emballage, parce que c'est beaucoup trop abstrait. On n'est plus dans le concret, on n'est plus dans le réel, on ne le voit pas. Et c'est totalement humain. Ce que l'on ne voit pas, on a du mal à le concevoir. Ça devient abstrait surtout quand le geste est effectué de manière répétitive chaque semaine. Donc c'est pour ça aussi que les agriculteurs et les exploitants agricoles n'ont plus le soutien de l'opinion publique, parce qu'ils sont complètement effacés derrière la grande distribution en quelque sorte. C'est la grande distribution qui pourvoit aux besoins du consommateur. Et c'est pour ça que le consommateur va lui se retourner vers la grande distribution. Cette incompréhension en partie, à mon sens, entre ce que l'on désigne comme deux mondes antagonistes. C'est vrai qu'il y a des différences, mais aujourd'hui le clivage est assez flagrant, donc entre la ville et entre la campagne. Il n'y a plus cette compréhension qui permet l'empathie, qui permet la considération et qui permet aussi la reconnaissance. Je vous ai beaucoup parlé de l'ordre naturel ces 2 dernières années sur cette chaîne YouTube. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas uniquement pour ma passion pour la philosophie et l'histoire du droit. C'est aussi parce que quand on renverse l'ordre naturel, et c'est ce que je voulais vous faire comprendre à travers toutes ces vidéos d'actualité, d'histoire, de politique et de philosophie, quand on renverse l'ordre naturel, forcément, on sombre dans le chaos. En ce sens, on ne peut pas
changer ce système. Pour le moment, les choses sont comme elles sont. Et il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre en se disant que notre impact, il est relativement limité. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est agir à échelle individuelle et c'est forcément informer notre entourage, que ce soit d'ailleurs à travers des vidéos, mais vous aussi, vous avez ce même pouvoir en parlant à vos amis, en parlant à votre famille ou en faisant vos courses. Acheter par exemple des produits qui sont plus respectueux des producteurs locaux, des paysans, qui encouragent justement et qui encouragent cette production humaine en fait, qui entretiennent ce lien humain qui est en train de disparaître. Bref, c'est une façon totalement basique puisque c'est quelque chose qui est nécessaire à notre vie quotidienne, hein, de faire des courses, de manger. C'est une façon, c'est la première façon, je pense, c'est un besoin primaire, mais c'est aussi une cause primaire dans la mesure où là, vous pouvez agir tous directement en consommant. Je dirais même pas de manière plus responsable, mais tout simplement en revenant à ces valeurs traditionnelles, en consommant en cohérence avec vos convictions. Personnellement, avec un budget très très limité, c'est ce que j'essaie de faire et je m'en sors. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de manger moins, d'éliminer peut-être certaines choses de mon alimentation, mais de manger mieux. Pour rappel, la racine du mot paysan, c'est pays. Et s'il n'y a plus de paysans, il n'y aura plus de pays et c'est exactement ce que l'on constate. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Si vous aimez mon travail, vous pouvez faire un don pour me permettre de continuer cette chaîne et de vous offrir un contenu que j'espère de plus en plus qualitatif. Entre parenthèses, la pause que j'ai faite ces 2 derniers mois m'a été nécessaire pour prendre du recul par rapport à YouTube, par rapport aux réseaux sociaux, puisque je me suis coupée des réseaux sociaux. Et pour vraiment retrouver une forme d'énergie et d'inspiration que je n'avais pas su cultiver cette année en particulier. Voilà, et accessoirement pour vivre de nouvelles expériences parce que c'est vrai que c'est très bien d'apprendre en théorie dans des livres, de s'informer, d'emmagasiner de la connaissance tout simplement, d'être curieux, de chercher et d'écrire, mais on a besoin de ce contact avec la réalité, on a besoin de vivre physiquement, concrètement, beaucoup de choses pour maintenir cette vitalité en nous. Et à mon sens, c'est une action qui est complémentaire de l'intellect. Voilà pour l'explication. Merci d'être là et à très bientôt.